Effectivement, alors comment organiser toutes ces grandes compétitions qui drainent des dizaines de milliers de personnes, même si le zéro carbone n'existe pas, ça va être ce débat maintenant que vous allez animer, Fabrice. Vaste question, Oui. effectivement. Vaste question, effectivement. Des événements zéro carbone net d'ici 2050, ce qui signifie simplement que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites à un niveau aussi proche que possible de zéro, les émissions restantes présentes dans l'atmosphère étant réabsorbées par les océans et les forêts, selon la définition des Nations Unies. C'est le défi ultime de l'événementiel mondial à l'issue de la COP 2026 à Glasgow pour contenir l'élévation de la température en dessous d'1,5 degré. Les compétitions, le sport sont engagés dans un large mouvement de décarbonation. Comment améliorer les choses et tendre vers cet objectif fixé très ambitieux? Nous allons en parler avec nos invités, les invités de Demain le Sport, et nous allons accueillir Viviane Fraisse. Viviane Fraisse, responsable RSE, responsabilité sociétale des entreprises, à la Fédération française de tennis, qui va nous rejoindre sur scène. Viviane. Nous allons accueillir ensuite Catherine Lescure, directrice de la communication et RSE d'Enedis depuis juin 2020. Julien Colette, directeur général du groupement d'intérêt public France 2023, organisateur de la Coupe du Monde de rugby. Cécile Droux, directrice des ressources humaines et développement durable au Consortium Stade de France. Et Roland Jourdain, navigateur, double vainqueur de la Route du Rhum, de la Transat Jacques Vabre, PDG de Kairos, une entreprise qui développe les biomatériaux, fondateur de WeExplore. C'est un programme particulièrement chargé que nous avons ensemble. La Fédération française de tennis, Viviane Fraisse, est engagée depuis plus de 10 ans en faveur de l'environnement. Vous faites partie des signataires des 15 engagements éco-responsables lancés par le ministère des Sports. La FFT fait partie des précurseurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire en sorte de diminuer l'empreinte carbone de ce tournoi majeur, sachant que vous avez la particularité d'être à la tête d'un tournoi international, de l'un des tournois majeurs de tennis, et d'être propriétaire du stade dans lequel se déroule cette épreuve. Gestionnaire. Gestionnaire. Oui, alors on est effectivement engagé depuis maintenant 2008 et on s'est toujours porté candidat pour s'intégrer dans des engagements globaux. Et donc effectivement, cette charte du ministère, nous la suivons le plus précisément possible. Il y a des objectifs pour réduire notre empreinte. Alors, ce n'est pas que carbone, c'est carbone et la réduction de l'empreinte environnementale de manière générale. Et donc, on a des objectifs autour de plusieurs totems qui vont être de proposer une alimentation durable à nos spectateurs, en leur donnant des choix, en proposant systématiquement une alternative végétarienne, en réduisant en fait l'empreinte carbone de chaque repas. On a des actions en faveur de la mobilité, notamment depuis le lieu d'hébergement jusqu'au stade où on incite au transport en commun. Alors on a la chance d'être un stade urbain, donc ça nous aide beaucoup. On incite au vélo, on incite au covoiturage. On a une flotte qu'on rend électrique d'ici 1 an, enfin une flotte de véhicules officiels. On a des actions en faveur de la réduction des déchets, où là c'est un vrai défi, réduire tous les déchets à usage unique. Et puis des actions en faveur de l'énergie, où on promeut l'énergie renouvelable. Voilà, ce sont nos 4 totems, et là-dessus on essaye de réduire notre empreinte. On va développer ensemble dans quelques instants. Céline Droux, le Stade de France sera l'une des enceintes phares des Jeux Olympiques de Paris et de la prochaine Coupe du Monde de rugby. Alors vous êtes concessionnaire, pas organisateur. Comment rendre un stade plus éco-responsable ? C'est un vieux stade qui a été revu pour accueillir les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. On va y revenir dans quelques instants. C'est un défi pour un concessionnaire également d'atteindre ces objectifs. Alors c'est un défi, surtout quand on parle de zéro carbone, amélioré bien évidemment. Il est important de rappeler que le Consortium Stade de France est la société qui a été retenue en 1995 pour financer, construire et exploiter le stade dans le cadre d'une concession de 30 ans. Son objet est d'accueillir les plus grands événements internationaux, d'accueillir des événements sportifs et des concerts. À ce titre, l'objectif est atteint, c'est plus de 500 événements qui ont été accueillis depuis l'ouverture et c'est plus de 35 millions
de public, de spectateurs qui sont venus dans le Stade de France. Dans la partie construction, en effet, vous parlez de vieux stades. C'est un stade, au moment de sa construction et au moment de l'appel d'offres, les enjeux RSE ont été pris en considération, ne serait-ce que sur le choix du lieu qui est complètement desservi par des transports en commun qui ne cessent de s'accroître. Aujourd'hui, nous avons deux RER, 2 lignes de métro, 2 lignes de tram. Quand on sait que les émissions carbone sur les événements sont essentiellement côté transport et côté transport des spectateurs, c'est important de le signaler. 65 à 70% des spectateurs sur un événement viennent en transport en commun. C'est une problématique commune, peut-être en dehors de Je pense de que la les voile, transports, mais que sur les émissions carbone, quand on regarde les grandes lignes de notre impact, ça vient des transports, donc transport des spectateurs, mais également transport des salariés, transport des matériaux, d'où tous les leviers qui sont sur les transports, sur les achats responsables, mais également sur les déchets et également sur les travaux de modernisation que nous avons déjà menés, que nous menons régulièrement et que nous continuons à mener avec une accélération, avec l'accueil de la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous aurons peut-être l'occasion de rééchanger sur ces points. Alors, parmi les innovations, il y a le raccordement du Stade de France au réseau électrique. Catherine Lescure, pour Enedis, vous êtes en partenariat avec Paris 2024. Vous allez nous expliquer en quoi ce double raccordement est essentiel. Car on a l'habitude de voir des stades qui sont raccordés au réseau électrique, c'est tout à fait normal. Mais on a aussi l'habitude de voir, quand on est sur de grandes compétitions, eh bien, d'assister, de regarder, d'entendre surtout des groupes électrogènes fonctionner. Et ce double raccordement a pour objet de mettre fin à cet usage. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être vous dire déjà quelques mots sur Enedis. Enedis, c'est donc le service public qui distribue l'électricité à tous les Français, donc 37 millions de clients. On rend l'accès à ce réseau, qui est un seul réseau en France pour l'ensemble des fournisseurs d'électricité. Et ce réseau, il fait 35 fois le tour de la Terre. Alors souvent, on l'oublie parce qu'il est souvent enterré, de plus en plus enterré d'ailleurs. Alors on nous voit régulièrement quand il y a des tempêtes, nos voitures bleues qui viennent réparer au plus vite, de façon à ce que les clients aient de l'électricité en permanence. Et en fait, quand on a accompagné Paris 2024 dès le début de la candidature pour les Jeux, et on s'est rendu compte ensemble qu'il y avait un vrai enjeu à relever pour réduire l'empreinte carbone. Tony en a parlé, je crois, ce matin. C'est que, par habitude, le secteur de l'événementiel s'est organisé en utilisant des groupes électrogènes pour s'alimenter en électricité pendant les compétitions sportives. Donc ça vaut pour des stades. Les stades, évidemment, sont raccordés à l'électricité pour leurs besoins quotidiens. Mais le jour où il y a un événement, eh bien, ce sont des groupes électrogènes qui fonctionnent. C'est comme si les hôpitaux fonctionnaient sur des groupes électrogènes toute l'année. Ça n'a pas de sens. On a un réseau public de distribution en France qui est de très grande qualité. Donc, qu'il y ait des groupes électrogènes, si jamais il devait y avoir une coupure, en dernier ressort, donc on les mette en service si, par malheur, il y avait un problème sur l'alimentation électrique. Mais à 99,99% du temps, nous avons de l'électricité en France. Donc il n'y a jamais de coupure. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui tout le débat qu'il y a autour du risque peut-être de pénurie d'électricité cet hiver. Donc là, on a donc travaillé à convaincre ensemble, avec Paris 2024, le CIO, pour que nous limitions vraiment l'empreinte carbone. Et il faut savoir que pour les Jeux de Londres 2012, c'était 4 millions de litres de diesel qui ont été brûlés pendant les Jeux de Londres. Personne ne le sait, parce que souvent c'est en backup, on ne le voit pas, on en parlait tout à l'heure entre nous. Et voilà, donc là, donc ça veut dire beaucoup d'investissements pour renforcer les infrastructures, pour avoir des doubles lignes d'alimentation électrique, parce que derrière, ça implique effectivement des travaux pour nous, pour le réseau, mais aussi pour les stades, et c'est ce qu'est en train de faire, par exemple, le Stade de France. Alors Julien Colette, vous êtes à la tête de France 2023, vous allez organiser la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. La fin des groupes électrogènes est sans doute une bonne chose. Vous travaillez aussi sur l'hydrogène de votre côté ?
Oui, alors peut-être rappeler notre métier, si vous permettez. Bonjour à toutes et tous. Le métier d'un comité d'organisation, c'est de produire, pour le coup, 48 matchs de rugby de haut niveau dans 9 stades différents sur 10 sites en France et de faire venir 2 600 000 personnes dans ces stades, dont le Stade de France, on l'a vu, dont beaucoup d'autres. Et effectivement, il y a un enjeu qui est fort, de maintenir la continuité du service pendant toute la durée des matchs. Premièrement, que le coup de sifflet soit donné à l'heure et que le match puisse se dérouler tout à fait normalement sans risque d'interruption. Donc on ne peut pas se passer de groupes électrogènes par définition, non pas parce qu'on veut les mettre en route et brûler du gasoil, mais parce qu'on doit se prémunir contre le risque de coupure. Et il n'y aurait rien de pire que d'avoir un stade plongé dans le noir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur des solutions, alors notamment celle-ci qui peut exister, mais on compte aussi beaucoup effectivement sur Enedis pour que le double raccordement nous évite d'avoir à recourir à cette solution extrême, naturellement. L'enjeu, il est dans les infrastructures, il est dans la modernisation des infrastructures de raccordement des stades. Merci à vous. Roland Jourdain, lorsqu'on parle de voile, dans un passé pas si lointain, on pensait tout de suite au grand air, aux grands espaces, l'air du large, mais l'état des océans s'est continuellement dégradé. Et vous avez été l'un des premiers, il y a un peu plus de 10 ans, à créer votre société, Kairos, pour changer ce monde. Le monde de la voile et de la compétition, c'est des bateaux en carbone. Vous avez fait un choix radicalement différent. Non, pas radicalement. Peut-être pas assez radical d'ailleurs, mais si on veut changer le monde, il y a plusieurs façons. Soit on le quitte et on va ailleurs, soit on se ferme les yeux, on continue avec ce qu'on a, ou soit on choisit une voie du milieu en essayant de mettre des coins dans la porte et de proposer d'autres voies. Moi, ça a été mon cas. Et donc, c'est sur l'eau, en fait. Et je pense que c'est au fur et à mesure de l'accélération de nos bateaux, plus ça va vite, plus ça mouille, plus il y a du vent, et plus on regarde derrière. Finalement, dans un Vendée Globe, on passe un temps infini à regarder le sillage. Et à un moment, ce sillage, qui est un sillage de passion, hein, c'est un métier passion, comme pour beaucoup de sportifs. Et je me dis, mais en fait, mon truc, là, mais combien je coûte à ma planète, là, dans ma passion, parce que je suis poussé par le vent, parce que je suis sobre sur l'eau, en énergie, en alimentation. Je fais tout pour la performance, donc je suis léger. Mais en fait, tout ça, derrière, il y a quand même, entre parenthèses, quelque chose qui se passe à terre. Donc, je me suis senti plus tellement droit dans mes bottes. Donc, d'abord, c'est passé par combien ça coûte, c'est quoi, comment on compatibilise tout ça. On était en 2009. Et puis, on a pris comme illustration, ça coûte combien un Vendée Globe ? 3 ans de préparation d'une équipe sportive, la construction d'un bateau et tous les périphériques, la vie du sponsor, le pic du village de départ et de l'événementiel, qui est vraiment un pic parmi d'autres. Je l'ai découvert à ce moment-là. Le pic du numérique, déjà ça fait 12 ans, et aujourd'hui c'est exponentiel. Bon, bref, c'était un chemin, c'était des chiffres. Je ne suis pas un homme de chiffres. Je pense que les bilans carbone, encore aujourd'hui, pour en faire beaucoup dans les biocomposites, c'est comme les bilans comptables, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et je voulais faire à côté. Et faire, ça a été se retourner vers la nature. En fait, en course au large, on passe notre temps à jalouser la nature. L'aérodynamisme des ailes d'oiseaux, l'hydrodynamisme des nageoires des cétacés ou des poissons. Et en fait, la nature, elle fait tenir debout toute seule des herbes depuis des millénaires, comme la fibre de lin, sur laquelle on s'est mis à travailler pour remplacer donc des matériaux de construction de bateaux. On y adjoint de la résine et cette fibre de lin remplace, alors non pas la fibre de carbone, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on fasse de mélange, parce qu'en fait la fibre de carbone est encore réservée à quelques happy few de la compétition, mais la grande majorité et les grands volumes des bateaux sont faits en plastique normal, je dirais, qu'on pourrait très bien faire en matériaux alternatifs. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, prendre le départ de la route du Rhum bientôt sur We Explore, qui fait 18 mètres, et voilà, c'est 1 hectare de lin qui va traverser l'Atlantique, donc on n'a jamais fait si grand en végétal. 1 hectare de lin qui ne vous permettra pas de lutter pour la victoire. On est dans une démarche éco-responsable. On va y revenir. Quelles sont les solutions pour rendre toutes ces organisations plus propres ? On parlait d'alimentation. On a entendu aussi il y a quelques instants
parlait du fait qu'il était difficile pour le moment de baisser drastiquement les émissions parce qu'elles reposent pour la plupart sur les déplacements liés aux spectateurs, à certains participants. Viviane Fraisse, à la Fédération française de tennis, vous comptez sur l'exemplarité. Vous voulez vous servir de ce que vous pouvez mettre en lumière pendant le tournoi de Roland-Garros. Oui, parce qu'effectivement, on a, nous, 94% d'émissions liées au transport. Donc, il nous reste sur tous les autres sujets, et celui du transport, bien sûr, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, on l'adresse, énormément à faire. Même s'il n'y a pas un impact carbone énorme, on pense qu'on a, en tant que grand événement sportif, et via les athlètes, les joueurs, les joueuses, un pouvoir d'influence. Et donc on essaye effectivement, lorsqu'on présente une offre alimentaire, qu'elle donne le choix et qu'elle explique pourquoi est-ce qu'elle est meilleure pour la planète. Et on y croit beaucoup. Et les engagements qu'on a pris avec ONU Climat comptent beaucoup sur ce pouvoir d'exemplarité, sur cette notion de, alors elle n'est pas de moi, mais de brain print. Il y a le footprint, il y a l'empreinte environnementale de l'événement, mais il y a le brain print, ce qu'on peut aider à la fois pour notre changement de comportement à nous, dans nos achats, dans l'achat de nos prestations, de nos produits, mais à la fois la manière dont on peut influencer le public, spécialement les jeunes. Donc on compte beaucoup là-dessus, et même si effectivement, aujourd'hui, par exemple, quand on réfléchit à faire en sorte qu'un repas pour les spectateurs n'ait pas plus de 1 kg d'émissions de CO2, c'est dérisoire par rapport à l'ensemble de l'empreinte qu'on peut avoir, mais c'est très important par rapport à l'exemplarité qu'on peut avoir. C'est au niveau de l'entreprise, à France 2023, dès le départ, dès la création du groupement d'intérêt public, vous avez imaginé la façon dont vous pourriez mettre en place des choses avec vos salariés pour commencer, pour faire en sorte que l'on se rapproche le plus possible de cette décarbonation ? Effectivement, on a souhaité que cet événement, on a souhaité d'ailleurs dans la lignée de Paris 2024, contribuer à créer un nouveau modèle d'organisation de grands événements sportifs. Je ne sais pas si on peut le qualifier de modèle français, mais en tout cas qui s'inscrivent dans cette démarche de développement durable et qui n'en fassent pas seulement un événement qui permette de faire la fête pendant quelques semaines dans le pays et puis ensuite de laisser les restes de la fête aux générations futures en quelque sorte, mais bien de l'inscrire dans un héritage durable. Et de ce point de vue-là, oui, on a créé très rapidement une direction de RSE, ce qui était un peu nouveau quand même dans l'univers du rugby. Et on l'a fait autour d'objectifs très ambitieux, d'ailleurs, que ce soit en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique que d'impact social. En matière je voulais quand même rebondir sur ce qui était dit auparavant, parce qu'en matière de sobriété énergétique, je pense que là, il faut être exemplaire et chercher en fait des solutions très concrètes. Par exemple, la production d'un grand événement sportif comme la Coupe du Monde de rugby, ça consiste à diffuser un signal à 800 millions de téléspectateurs dans le monde. Pour diffuser un signal à 800 millions de téléspectateurs dans le monde, il faut énormément de moyens techniques. Or, des moyens techniques, c'est très consommateur en énergie, c'est très consommateur en surface. Et aujourd'hui, on va avoir un centre des médias qu'on va pouvoir installer à Roland-Garros, conserver pour Paris 2024, et donc créer des synergies entre ces événements sur une durée de 3 ou 4 années, sans avoir à refaire à plusieurs reprises dans des endroits différents un dispositif, encore une fois, énergivore. Donc c'est par ce travail très minutieux de recherche, de sobriété et de synergie entre des événements qu'on peut arriver à obtenir des résultats. Il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà pour économiser, si je résume vos propos. Au Stade de France, il y a des choses concrètes qui sont mises en place pour économiser l'énergie. Parmi les postes de dépenses en carbone particulièrement importantes, il y a la pelouse. Nous en avons parlé lorsque nous avons préparé cette table ronde. Très concrètement, au Stade de France, donc en dehors de l'organisation des compétitions, comment est-ce que vous avez limité et fait en sorte que la décarbonation accélère ? Donc le travail, c'est un travail permanent.
qui a démarré au moment de la construction, ne serait-ce que par le cadrage des obligations que nous avons pris et qui passe par des travaux de modernisation permanents. Les derniers en date, c'est les groupes électrogènes qui vont avoir un impact majeur sur la consommation et sur notre impact carbone, puisque si concrètement on regarde les choses, en effet, il n'est pas question de ne pas pouvoir pallier à une coupure électrique lors d'un événement. Cela aurait des conséquences sur la sécurité, ce qui est quand même un enjeu important, et sur le bon déroulé de la manifestation. Donc il n'est pas question d'envisager et de ne pas pallier à une éventuelle coupure, aussi minime, aussi rare soit-elle. Donc aujourd'hui, nous avions un raccordement électrique et avant chaque événement, les organisateurs mettaient en route les groupes électrogènes pendant 24 heures, puisque si on les met en place au moment de la coupure, il y a un temps d'inertie qui ne permet pas de préserver l'événement, et notamment dans sa dimension sécuritaire. Aujourd'hui, les travaux qui vont être faits, c'est de mettre un deuxième raccordement électrique qui va être différencié, et le groupe électrogène existera, mais ne viendra qu'en troisième rideau, et il n'y aura plus nécessité d'ouvrir, de le faire fonctionner 24 heures avant. Donc ce sont des économies majeures en termes de fuel, d'énergie fossile. Donc ça, c'est la première modernisation. Elle va s'achever durant l'été 2023 et la Coupe du Monde de rugby 2023 pourra en bénéficier. Ce sont les premiers à en bénéficier et c'est une excellente nouvelle. Le deuxième travail qui a été fait récemment sur la modernisation en vue de réduire la consommation énergétique, c'est tout le changement des lumières et nous sommes passés en LED sur pratiquement l'ensemble de nos lumières, ce qui est une consommation moindre. Nous avons également des travaux de modernisation qui tiennent à l'amélioration du parcours des personnes en situation de handicap avec l'amélioration des places qui viennent en complément de tous les plans d'amélioration sur l'accessibilité. De façon plus globale, le stade est intervenu, a fait un gros travail sur tout le traitement des déchets. Il y a un rapport, on a fait ça en partenariat avec Citeo, il y a un rapport, une charte qui est très très bien faite qui explique notre mode de fonctionnement. C'est plus de 600 poubelles de tri, nous avons plus de 10 filières de revalorisation qui passent en ce compris sur des sujets qui vous semblent plus légers mais qui peuvent être les toilettes sèches et l'urine, où nous retraitons 80 mètres cubes d'urine qui servent à fertiliser des terres agricoles. Or, ça paraît un peu léger comme sujet, mais c'est 300 000 litres d'eau économisés, c'est 80 mètres cubes retraités qui sont réutilisés. Donc, léger, mais important en termes d'impact. Les achats responsables, c'est également important puisqu'on parlait de transport et en effet, notre empreinte carbone tient pendant les événements, aux 2/3 au transport des spectateurs. Quand nous regardons l'intégralité des transports, il y a également le transport du personnel qui va venir travailler sur un événement Stade de France, entre 5 000 et 6 000 personnes qui viennent travailler en événement. Il faut savoir que dans la politique de territorialité que nous avons développée, beaucoup de collaborateurs, de salariés qui viennent travailler sur le site, viennent du 93, du département. Donc ça limite énormément les trajets. Quand on parle de chiffres, c'est 48% hors événement de personnes qui sont issues du 93, 38% en événement. Ce sont des chiffres qui sont quand même globalement importants. L'autre aspect, c'est dans le choix de nos prestataires. Nous avons deux exemples. Un exemple qui est les fleurs. Nous avons choisi de travailler avec un prestataire qui travaillait avec des fleurs qui viennent en France, donc ça ne passe pas par Amsterdam, ça ne fait pas des consommations énergétiques dans les transports. Et le deuxième défi que nous avons relevé, c'est sur le food and beverage, et notamment sur notre prestataire de restauration grand public, sur lequel nous avons mis des markups assez forts, puisque nous souhaitons travailler uniquement avec des fournisseurs locaux, des prestataires locaux qui sont à moins de 100 km. C'est également quelque chose qui est étudié pour la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. Moins de 100 km, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire encore plus proche ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on va désigner des concessionnaires de restauration dans les stades en essayant de s'appuyer en premier lieu sur le savoir-faire des exploitants de stades, ça va de soi, puisqu'ils sont là, et avec un objectif
de consommer local a certaines réserves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... tout ne peut pas être produit localement. Il faut aussi en avoir conscience. Et donc l'objectif, c'est de maximiser évidemment le taux d'aliments et de produits qui sont produits non seulement localement, mais de manière durable, parce qu'on peut aussi produire localement et de manière non durable. Donc il y a un double critère qui est important à souligner. Et le second, c'est qu'on travaille sur des filières aussi, sur des filières courtes, parce qu'on peut aussi faire venir des produits d'un peu plus loin, mais qui sont produits de manière durable et transportés de manière durable. Donc tout n'est pas réductible à des slogans, tout est plus complexe que ça, et c'est ce travail de fourmi qu'on doit faire et qu'on doit régulièrement remettre sur l'établi. On parlait tout à l'heure d'exemplarité, Viviane Fraisse. Les joueurs de tennis à Roland-Garros n'ont plus de bouteilles à usage unique. Vous avez réussi à instaurer l'usage de gourdes et mine de rien, ça a été une avancée très importante en termes d'exemplarité pour le grand public. Oui, absolument. Et ce qu'on a remarqué, parce qu'on pouvait craindre des difficultés, mais on a beaucoup travaillé avec notre partenaire, mais les joueurs ont tout à fait accepté du premier coup. C'était une crainte, il y avait des craintes sanitaires, de risque de dopage, produits dopants qui pouvaient être intégrés dans des gourdes, crainte logistique, crainte de donner des boissons pas forcément très fraîches sur le cours parce qu'on n'a pas des raccordements d'eau potable partout. Mais toutes ces craintes ont été levées parce qu'il y avait une intention commune et tous les joueurs, il n'y a vraiment pas eu d'exception, mais s'il y a eu des exceptions, c'était vraiment des sujets logistiques purs qui ont pu être réglés. Tous les joueurs s'y sont prêtés. Et effectivement, ça a eu un impact important. Roland Jourdain, les sportifs de haut niveau doivent avoir en tête ce combat qui est à mener maintenant, l'objectif zéro carbone d'ici 2050, améliorer les choses le plus vite possible. Je pense que si les sportifs ne vivent pas avec leur temps est compté. Et les sportifs professionnels, dans toutes ces épreuves, ils vivent dans un écosystème qui est économique, qui est sociétal, qui porte des valeurs. Donc si ce décalage de valeurs arrive, je pense que le risque est grand pour que ça décroche. On en parlait tout à l'heure, mais dans une période où les réseaux sociaux, où tout est instantané. Donc à mon sens, c'est une évidence professionnelle d'abord, presque, et puis après pourquoi on est sur Terre, pourquoi on se lève le matin, est-ce que la performance à tout prix a encore un sens aujourd'hui, et c'est quoi la notion? Il faut être prêt à sacrifier la performance, ce que vous avez fait quelque part. Oui, de mon point de vue, oui, parce que et c'est pas un terme de sacrifice, de contrainte, c'est au contraire être intelligent pour inventer un autre critère. Donc si on fait passer le critère environnemental et sociétal avant, pour parler de choses que je connais, avant le critère vitesse à tout prix, par exemple, sur les courses au large, ça nous permet de remettre en perspective un tas de choses. Les coureurs au large, ils ont toujours été super contents de se battre entre eux joyeusement, mais que ce soit à 5 nœuds, à 6 nœuds, à 10 nœuds, à 20, 25, 35. C'est vrai que l'accélération dans notre domaine, mais je pense on peut le reporter dans tous les domaines maritimes ou terrestres, le petit gain de vitesse en plus est très 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 énergivore. Il est énergivore en énergie fossile, il est énergivore en ingénierie, il est énergivore en logistique, en maintenance, en tout. Je le vois dans le monde du bateau. Archimède a pris sa retraite, on vole maintenant. C'est génial. Je pense qu'il y a des retombées possibles pour le transport maritime, pour une partie de tout ça dans l'avenir. Mais peut-être pour des affaires essentielles de sécurité, pour les pompiers, pour la SNSM, etc. Pour le loisir, on peut se poser la question. Parce que tout ça c'est carboné, quoi. Tout ce qu'on fait est carboné, et plus on pousse la performance vitesse, plus la courbe de CO2 et de perte de biodiversité et environnementale au sens large se casse la figure. Donc on n'est plus en accord avec l'évolution du monde, et c'est un danger, je pense, pour le sport professionnel de notre point de vue. Et en plus, le sportif est un ambassadeur, quand même, il passe des messages, etc. Donc, je trouve ça essentiel. Ouais. Mais le sport peut-il rester spectaculaire ? Je vais vous citer un exemple évident, net, on l'a tous vécu. Le Vendée Globe dernier,
donc en 2020, n'a jamais eu autant de retombées médias, jamais eu autant de succès, jamais eu autant de bagarres sportives, des écarts infimes à l'arrivée, des scénarios à la Spielberg, enfin tout ce qu'on aime dans le sport aventure. Qu'est-ce qu'on a eu en moins? C'est la vitesse. On est revenu aux vitesses de 2008, 12 ans en arrière. Comme quoi, il n'y a aucune corrélation entre le succès de l'épreuve et la quête de performance-vitesse. Je trouve qu'on ne s'est vraiment pas arrêté assez à ce sujet-là. Pour nous, c'est criant. Parce qu'on peut décliner ça sur nos façons de vivre. Si on acceptait un ralentissement dans le transport maritime général aujourd'hui, qui fait 95% des produits de consommation qu'on a autour de nous, on décarbonerait l'affaire énormément si on acceptait, via nos sites en ligne, de recevoir nos produits avec une semaine de décalage, 15 jours ou 3 mois, que sais-je. On décarbonerait déjà beaucoup et le pétrole pourrait nous servir pour des choses essentielles parce qu'on n'est pas prêt de s'en séparer, mine de rien, du pétrole. On n'est pas prêt. Le zéro émission carbone, on le dit dans des assemblées comme ça, mais quand on est sur le terrain, vous en parliez très bien, le travail de fourmi, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et moi, à mon échelle, dans les biocomposites, je le vois bien. On tente, on ouvre des voies, mais c'est pas gagné d'avance. Mais de manière positive, pour une entreprise comme Enedis Catherine Lescure, quels sont on a parlé de groupes électrogènes, de double raccordement pour éviter d'utiliser ces groupes électrogènes dans les grandes compétitions. Un fournisseur d'électricité comme Enedis peut proposer d'autres choses innovantes. Vous avez des laboratoires de recherche et développement qui travaillent sur tous ces sujets? Alors nous, on n'est pas fournisseur d'électricité. Vous savez que c'est très différent. C'est pour ça que le secteur de l'électricité est très compliqué à comprendre. Je sais que tous les Français sont perdus. Il y a des producteurs d'électricité, il y a un réseau de transport, un réseau de distribution. Tout ça est très séparé. Et ensuite des fournisseurs. Mais pour revenir à votre question, je crois que le gros sujet, c'est d'anticiper, d'avoir une vision de long terme. Nous, c'est ce qu'on peut faire parce qu'on est un service public. Donc, en fait, il y a un tarif d'acheminement de l'électricité qui fait que les investissements que nous faisons aujourd'hui pour faire ces double alimentations, pour faire que ce soit de l'électricité qui soit utilisée plutôt que des énergies fossiles pendant les Jeux, mais ça va être laissé évidemment en héritage pour les territoires. Donc, ces investissements, c'est 100 millions d'euros. Donc, c'est très important, mais en même temps, c'est lissé sur 40, 50 années. Donc, je pense que c'est aussi ça le rôle des services publics, c'est d'avoir cette capacité d'investissement sur du très long terme pour faire changer des habitudes et c'est aussi prendre le pari avec d'autres, comme on le fait avec Paris 2024, comme on le fait avec les stades, comme on le fait avec les villes, puisque, par exemple, la Trocadéro ou à la Concorde, jusqu'à présent, c'était des groupes qui venaient quand il y avait des événements, puisqu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'entreprise qui utilise tous les jours vous allez installer des choses qui vont rester. Donc là, on installe des choses qui vont rester. Donc ça va servir évidemment pendant les compétitions. Ce sont des sites qui seront ouverts pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais ensuite, quand il y aura des défilés de mode, des e-Formula et je ne sais quels autres événements, eh bien, ils pourront venir se brancher directement au réseau. Donc ça, c'est vraiment pérenne. Et je pense que c'est aussi ce qu'on permet de faire quand on est une entreprise de service public. Doit-on inciter les stades à installer des panneaux solaires? Ça semble aller de soi sur les toits. Ah oui, alors ça, c'est ce qu'on pousse beaucoup. Alors on travaille, nous, sur le raccordement. On intègre au réseau toutes les énergies renouvelables qui sont sur les toits, qui sont des grandes centrales solaires, des éoliennes. Donc oui, c'est indispensable qu'aujourd'hui, on développe ces énergies renouvelables. Ça va aussi venir se substituer petit à petit à d'autres usages. Et c'est les usages électriques qui seront décarbonés. Alors ce ne sera peut-être pas le zéro carbone, parce qu'effectivement, je ne sais pas quand on sera exactement au zéro carbone, peut-être même pas en 2050. Il va falloir qu'on continue à compenser probablement, mais tous les efforts qu'on fait aujourd'hui vont s'additionner pour que demain, on ait de moins en moins d'émissions. Des efforts qui ont été faits lors de la construction du nouveau court central à la Fédération française de tennis à Roland-Garros. Ça a pris beaucoup de temps et de nombreuses choses ont été faites dans ce sens. Oui, on est rentré dans un programme assez complexe de certification, d'ailleurs, de l'équivalent de HQE, mais qui est une certification anglaise, BRIM, où effectivement
tout a été tracé, les phases de construction et de chantier ont été suivies à la trace pour répondre à ces enjeux de gestion écologique. Oui. Les fédérations internationales ont-elles un rôle à jouer pour permettre d'aller encore plus loin? Julien Colette. Fondamentalement un rôle à jouer parce que finalement elles ont une mission qui est d'intérêt général. Et en France, elles ont même une mission de service public puisqu'on participe au service public sportif. Et de ce point de vue, aujourd'hui, la problématique de l'héritage, elle est essentielle parce que, comme je le disais, on n'est pas là seulement pour organiser un événement et permettre à des fans de se retrouver et de faire la fête. On est là aussi pour laisser, pour ce qui nous concerne, au rugby amateur, ou donner la possibilité au rugby amateur d'investir dans la responsabilité sociale et environnementale. Comment? Parce qu'on a la chance d'avoir un public nombreux, d'avoir des partenaires et donc de générer un bénéfice. Ce bénéfice, il ne sera pas réinvesti dans le fonctionnement de la Fédération française de rugby, il sera réinvesti dans des investissements, sur des appels à projets d'intérêt général et notamment fléchés vers des investissements pour permettre aux clubs amateurs partout en France, aux 2000 clubs amateurs de rugby, d'investir dans des vestiaires qui permettent d'économiser l'eau, dans des douches qui permettent d'économiser l'eau, dans des systèmes de chauffage qui ne soient pas énergivores, dans des clubhouse qui soient bien isolés, etc. etc., etc. Et ça, encore une fois, c'est très concret, ça, c'est très important, et ça, c'est le rôle des fédérations, de la fédération internationale qui donne les grandes lignes et des fédérations nationales, évidemment, de se porter garante de cet héritage. Et pour le Stade de France, je voulais que l'on parle tout à l'heure de la pelouse. S'il y avait des exigences un peu différentes de la part des fédérations internationales, on serait peut-être amené à jouer plus facilement sur des terrains synthétiques ou semi-synthétiques ou trouver des solutions. Car effectivement, en termes d'émissions carbone, l'entretien d'une pelouse comme celle-ci au Stade de France est quelque chose qui coûte. Oui, notre vocation, en effet, est d'accueillir des événements sportifs et internationaux. Il faut savoir que dans le cahier des charges des organisateurs, et notamment sur le sujet pelouse, il faut une pelouse naturelle pour accueillir la plupart des manifestations internationales. Une pelouse naturelle, c'est de l'eau, c'est de l'électricité. C'est un quart de notre consommation énergétique au Stade de France. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, il est illusoire de penser qu'une pelouse naturelle peut survivre sans eau et sans lumière, puisque c'est un élément vivant. Et pour passer les périodes hivernales, il n'y a pas d'autre solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plans de progression. Donc il doit y avoir en effet une réflexion, mais qui ne nous appartient pas à ce niveau, puisque nous répondons à un ensemble de cahiers des charges. Aujourd'hui, penser que si nous mettions une pelouse synthétique, en effet, plus d'eau, plus d'électricité. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas homologué pour recevoir un certain nombre d'événements internationaux, et pour des raisons très claires, des raisons de sécurité des joueurs, des risques de brûlure, des risques de chute, des risques de blessures fortes, donc des questions de sécurité, et après des questions d'exigence sur le niveau de jeu, sur la rapidité. C'est pour ça que j'aimais votre intervention sur l'exigence. Faut-il rabattre nos niveaux d'exigence? Donc oui, il y a des grands débats à avoir. Il y a sans doute de la recherche et de l'innovation pour améliorer les systèmes et pouvoir réduire cette empreinte énergétique. Ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'exploitants, nous ne pouvons rien faire. Donc nous travaillons sur nos plans de maintenance pour les calibrer au mieux des exigences sans baisser la qualité et en assurant une pelouse sans problème et en conformité. Donc ça veut dire surveiller la mise hors gel, ça veut dire utiliser au bon moment et réduire au strict minimum l'usage de la luminothérapie. Et des pistes de développement pourront peut-être être abordées dans la nouvelle concession qui sera au-delà de 2025, puisqu'on parlait de la date de construction du stade en 95. Par exemple, arroser le stade avec de l'eau de pluie, à l'origine, ça n'avait pas été pensé en termes de recueil des eaux de pluie et de traitement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui nous garantisse que l'eau qu'on pourrait récupérer dans les conditions actuelles du bâtiment ne permettent pas le développement de maladies et donc de ne pas avoir de pelouse. Donc il y a
plein de questions. Je pense que ce qui est important, c'est de noter que tous ces travaux de modernisation, je pense que c'est nos enjeux, que je pense que nous allons aller plus loin avec la transformation. La transformation, c'est les parties prenantes qui vont être alignées autour d'un même objectif. Et cette crise énergétique est un très bon révélateur et un accélérateur de cette transformation. Je crois fondamentalement au rôle des personnes et des collaborateurs du Stade de France pour faire avancer et pour changer les pratiques, en ce compris sur des gestes qui auront peut-être moins d'impact, mais qui est de baisser le chauffage dans les espaces de bureau, dans nos espaces réceptifs, la climatisation, d'encourager nos collaborateurs à prendre les transports. Nous, ça fait plus de 10 ans que nous allons au-delà des minima légaux pour le remboursement de l'abonnement pour favoriser tout ça. Il faut être en cohérence. Nous sommes à 75% depuis 2008, afin de favoriser et d'envoyer un message de cohérence. Si vous triez dans le stade pour votre grand public et que, en même temps, vous ne triez pas dans les bureaux, comment voulez-vous avoir l'adhésion de vos collaborateurs? Ils vont être perdus. Et je pense que 150 personnes qui vont surveiller, qui vont veiller au Stade de France à bien éteindre les lumières, c'est autant de petits gestes, mais qui vont venir en complément de la modernisation, de tout le travail qui va être fait. La crise énergétique peut-elle être un accélérateur pour permettre de baisser les émissions? Viviane Fraisse? Oui, oui, parce que là, on est tous... Dans le monde du sport, on est tous mis à contribution sur des idées d'un plan de sobriété énergétique qui va faire l'objet ensuite d'une feuille de route partagée par tout le monde du sport, le sport amateur, le sport haut niveau, les stades, les fédérations. Et oui, on voit que baisser la température, fermer les portes quand il y a de la climatisation, on voit toutes les idées qui émergent sur l'éclairage, sur le chauffage, sur les déplacements. On repense aussi voir comment réorganiser les calendriers des différentes compétitions. Donc oui, on voit vraiment une transformation. Là, tous les acteurs ont été mis à contribution. Cette feuille de route, elle va avoir lieu. Et quand je vois l'engouement avec lequel tous les acteurs ont répondu, nous, chez nous, on a mis à contribution l'ensemble des collaborateurs, mais aussi les différents pôles de la fédération de tennis. Et on arrive à des constats évidents. On ne comprend pas pourquoi on ne l'a pas fait avant, d'ailleurs, parfois. Mais voilà, ce chauffage à 19 degrés est une évidence. Les températures des salles de sport, c'est une évidence aussi. À partir du moment où, justement, on regarde tous les cahiers des charges, c'est difficile, parce qu'il y a énormément de parties prenantes, il y a énormément d'exigences qui, parfois, pourraient être contradictoires. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce qu'il y a une urgence. Julien Colette, pour le rugby, j'imagine que vous voyez cette compétition arriver avec beaucoup d'envie, mais aussi des inquiétudes dans cette période actuelle que l'on vit, où cette crise énergétique va nous obliger à adopter de nouveaux réflexes. Il y a une raison très simple, c'est que ça va tous nous frapper au portefeuille. Pardon d'être un peu vulgaire, mais aujourd'hui, les exploitants de stades nous présentent la note. Et ils n'ont pas le choix, en réalité, de le faire, puisque les fournisseurs d'énergie sont eux-mêmes obligés de répercuter des hausses de prix qui sont... on ne parle pas de 15% ou de 20%, on parle parfois de 3 chiffres. Donc tout ça, de toute façon, nous oblige... Alors, c'est triste de se dire qu'il faut en arriver là pour faire des économies d'énergie, mais il va nous obliger absolument à faire des économies d'énergie, bien sûr. Et donc à rentrer dans ce qu'on disait, dans le détail de l'exploitation du stade, des différentes phases de préparation de l'événement, du match, etc. etc. Mais avancer des horaires, on a entendu très récemment dans l'actualité... des personnes qui préconisaient d'avancer les horaires des matchs pour faire en sorte que l'éclairage soit le moins utilisé. Alors là, ça s'applique assez facilement aux championnats nationaux, mais pour une compétition internationale qui doit aussi permettre de diffuser les matchs en fonction des différents fuseaux horaires, on est soumis quand même à d'autres contraintes, et on ne peut pas non plus empêcher les téléspectateurs de l'hémisphère sud, etc., de voir leurs équipes. Donc on a quand même ce sujet-là qu'il ne faut pas oublier. Mais au-delà de ça, je voudrais rebondir sur la question des transports qui est essentielle. Et là encore, il y a des mesures qui peuvent paraître symboliques, mais qui ne le sont pas.
le choix d'un hôtel, par exemple de l'hôtel des délégations officielles, il est tout sauf neutre. Si cet hôtel il est sur une ligne de transport qui permet d'accéder au Stade de France en 20 minutes sans avoir à subir les embouteillages et qu'ensuite on peut permettre d'être proche des portes du Stade de France, naturellement, même les officiels, surtout si en plus on leur interdit la voiture avec chauffeur, accessoirement, s'ils se retrouvent dans un bus dans les embouteillages, ils prendront plus facilement les transports en commun et ça a une valeur d'exemplarité très forte et c'est ce genre de geste qu'on a besoin de généraliser dans la gestion de nos grands événements. Il y a un travail à faire aussi sur le déplacement des équipes pour se rendre au match. De ce point de vue, c'est évidemment compliqué de faire venir les Néo-Zélandais ou les Sud-Africains en cargo. Mais donc, je ne parlais pas de ces déplacements-là. C'est voilà. une fois en France pour aller de leur centre d'entraînement. Voilà, sur le territoire, nous on a l'un de nos partenaires majeurs est la SNCF et on va transporter la quasi-totalité des équipes, sauf vraiment quand il y a des problématiques d'horaires très compliquées, mais ça va être marginal, on va les transporter en TGV. On a la chance d'avoir un réseau TGV extraordinaire qui maintenant fonctionne, place les grandes villes quand même dans des conditions de liaison très favorables, et donc on va maximiser l'utilisation du réseau TGV grâce au partenariat avec la SNCF. Et il faut dire aussi que ce partenariat va nous permettre de transporter l'essentiel des spectateurs, puisque 70% de nos spectateurs, de nos détenteurs de billets, prévoient de venir en France et dans les stades par le train, par les transports en commun. Ce qui est... Et là, l'enjeu, c'est de leur offrir la meilleure qualité de service pour ne pas les dissuader de ne pas utiliser les transports en commun. Sachant que si on veut atteindre le zéro carbone tout de suite, il faudrait en fait supprimer les spectateurs. Et le but du jeu n'est bien sûr pas là pour une Coupe du Monde comme celle qui se prépare, ni pour les Jeux Olympiques. Peut-être y a-t-il des idées d'instaurer un jour des quotas pour éviter les déplacements trop lointains. Il y a sans doute, Roland Jourdain, des choses à imaginer, vous qui êtes précurseur dans la voile, quand vous regardez tout cela, comment est-ce que vous voyez les choses? C'est ça qui est excitant, c'est qu'il y a plein de choses à imaginer. On a vraiment un terrain de jeu, il y a une infinitude de solutions à imaginer. C'est hyper excitant. Pareil, les événements voile, donc là on va voir la route du Rhum, qui tente aussi de faire des efforts en tant qu'organisateur pour limiter tout ça. Bon, les spectateurs, ils vont venir au départ, donc ça coûte forcément, les gens vont venir sur l'eau. En amont de ça, on a nos banques images à faire et des images à donner à l'organisation pour montrer les bateaux. L'hélicoptère laisse sa place au drone. On en parlait hier avec des journalistes qui eux-mêmes sont un peu gênés parce la voile a ce site sympa, c'est qu'on peut venir sur le terrain de jeu, ce qui n'est pas forcément facile de venir sur le terrain de rugby ou sur le terrain de foot avec les joueurs, mais on peut monter à bord des bateaux. Mais pourquoi faire des rotations toute la journée pour changer de bateau? Est-ce que le journaliste, le matin, choisirait un bateau, il reviendrait le soir, etc. C'est beaucoup d'énergie fossile Il y a plein de petites choses comme ça, comme vous les nommez. Il y a aussi, pour revenir à l'énergie dans le domaine des matériaux, parce que on est dans un sport mécanique quand même, la voile. Et là, la contrainte entre le prix et surtout la raréfaction de certaines ressources, où récemment, une ingénieure d'un cabinet d'architecture me disait que ça ne leur était pas arrivé, en tout cas, elle, à sa génération, qui calcule toujours le high-tech, donc la meilleure résistance pour un poids minime pour telle ou telle pièce dans un gréement ou autre, de calculer un plan B. C'est-à-dire qu'on est plus sûr d'avoir du titane dans les temps ou un autre matériau. Et en fait, on calcule un plan B, donc on vient sur un inox normal. Si tout le monde revenait à l'inox normal, ça serait toujours ça de gagner. Donc il y a plein de choses. Le lin, la fibre de lin, c'est la pluie qui tombe tant qu'il ne restera de l'eau et le soleil qui fait l'énergie. Donc c'est le lin qui a la faculté, qui offre la possibilité de fabriquer du carbone, une empreinte négative. Alors, si on le stocke dans du composite, dans une coque de bateau ou un autre objet en plastique, entre guillemets, il va le stocker le CO2 que stockera un morceau de bois, une planche, etc. Donc c'est vertueux. Et là, donc le lin, tout reste à faire encore. Il y a encore effectivement des verrous techniques et on y travaille, mais on en parlait aussi tout à l'heure, il y a beaucoup
plus de leviers culturels et d'habitude à changer surtout. Mais on le compare où il pourrait concurrencer la fibre de verre. Vous avez vu que récemment, l'entreprise Duralex, je crois, ferme cet hiver parce que ça sera trop énergivore de faire des verres et des bocaux. La fibre de verre, c'est la même chose, hein, c'est la silice qu'on fond pour faire. Donc un matériau qui était complètement basique et on ne se posait pas la question jusqu'à ça fait encore quelques mois, pif, il va augmenter de 100, 200%. Donc il y a tout change comme ça très 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 vite. Et pourquoi pas prendre les devants, pourquoi pas joyeusement se dire ah bah tiens, on a des challenges géniaux à réaliser, nous tous autour de la table, organisateurs, coureurs, sponsors, financeurs de tout ça, pour raconter une nouvelle histoire qui a un sens. Pour la partie que je connais, moi en tous les cas, qui est la course au large. La course au large, c'est quoi? C'est une continuité de l'histoire maritime qui dure depuis des siècles. Depuis toujours, on a voulu aller toujours plus vite sur l'eau pour se faire la guerre, pour pêcher du poisson, pour ramener des épices, choses comme ça. Nous, ma génération, moi, je suis de la génération sponsoring. On a eu la chance d'avoir des entreprises pour nous pousser à faire des bateaux qui volent aujourd'hui, et c'est merveilleux. Mais tout ce savoir-faire, là, demain, on doit être en capacité d'ouvrir de nouvelles voies, parce qu'on sait que l'exploration, et moi ça m'a poussé à aller chercher derrière la ligne d'horizon de nouveaux terrains, de nouvelles richesses, de nouvelles ressources, c'est terminé, hein. On sait qu'il faut faire avec ce qu'on a, et ce challenge, il est merveilleux. Avant d'aller passer le week-end sur Mars, il va se passer un petit peu de temps. Et donc, je pense que le monde du sport et de l'événementiel et de l'énergie collective autour de tout ça a beaucoup à jouer en étant vecteur d'innovation pour le plus grand nombre, quoi. Quand on est responsable RSE, Viviane Fraisse, est-ce qu'on est pris en étau entre le sportif et cette volonté d'aller toujours plus loin dans les efforts à faire pour décarboner, sans vous mettre en opposition, bien sûr, avec vos dirigeants? On a toujours envie d'aller plus loin, comme le dit Roland Jourdain. Oui, alors chez nous, il n'y a pas vraiment... Sachant que votre fédération, il travaille depuis très longtemps. Oui, donc, ça fait pas mal de temps. Non, et c'est sûr qu'il y a un challenge incroyable. Le mot innovation, il ressort tout le temps. Il y a des modèles à changer, c'est sûr. Sur le sport, nous, non, mais effectivement, on peut pas travailler sur des matériaux. Quelquefois, on demande une réflexion. On travaille avec des bureaux d'études sur, par exemple, la façon d'éco-concevoir une balle de tennis. Mais oui, il faut que toutes les marques soient autour de la table, et on ne peut pas se permettre d'avoir une marque qui prenne l'initiative et pas les autres. C'est pareil pour la voile. Donc évidemment, il y a l'innovation. Moi, je crois beaucoup aussi en la mutualisation. J'aime énormément l'idée du centre Brocast qui va être mutualisé. Et je crois qu'il faut qu'on bosse entre nous. On a trop tendance à bosser nos événements séparément. Et les efforts qu'on peut faire et les progrès qu'on peut faire sur la mutualisation des équipements, sur la diminution des déplacements, en s'organisant entre nous, au sein d'un même sport, entre événements d'un même sport, mais aussi entre nous, lors de mêmes événements, dans un même calendrier. Enfin voilà, innovation, mutualisation, à mon avis, c'est ça la clé. Les Jeux de Paris 2024, Julien Colette, permettent justement d'accélérer à ce niveau-là, de travailler tous les uns avec les autres. C'est entre les différentes fédérations, les différents sports. Là encore, la crise énergétique nous incite dans le plan de réduction des consommations d'énergie que vous citiez, parce que ça nous oblige à travailler ensemble, mais force est de constater qu'on n'a pas encore assez ce réflexe et qu'on a tendance, effectivement, parce qu'on est pris par le quotidien, parce qu'on doit tout simplement livrer des événements, et que livrer un événement, c'est très chronophage, c'est très énergivore d'un autre point de vue, du point de vue temps de travail. Donc on a tendance à rester un peu dans notre couloir et à pas assez se parler. Et de ce point de vue, les pouvoirs publics ont un vrai rôle à jouer, mais aussi le mouvement sportif. Au-delà de ça, le Comité national olympique et sportif et les instances, pour nous inciter à plus travailler ensemble sur ces sujets. Oui. Votre mot de la fin à chacun, un très rapide tour de table, Roland Jourdain. Je pense qu'on a effectivement tous notre rôle à jouer, hein, pour rebondir à ce qui se disait à l'instant. Et c'est encore une fois, regardez d'où on vient. Dans la nature, il y a plus de 80% de coopération, de collaboration, et à peine 20% de compétition. Hein. Le plus fort mange le plus petit des fois. Mais on est à un stade beaucoup plus avancé entre compétition, donc hyper énergivore dans nos pratiques habituelles. Donc, rapport aux sportifs, je pense qu'on a vraiment une réflexion aussi entre sportifs à se dire mais qu'est-ce qu'on véhicule? La compétition, c'est quoi pour nous?
c'est un jeu quand même. C'est embarquer le plus grand nombre dans une aventure qui peut être courte, 2 heures de temps ou 3 mois, hein, enfin comme on veut. Mais c'est quoi l'essence de tout ça? Et si on donne pas la voix, on joue pas notre rôle quelque part. Céline Roux. Je pense que cette crise énergétique est un formidable accélérateur pour aligner nos intérêts et pour travailler ensemble. Nous n'aurons pas le choix. On parlait d'aspects financiers. Il faut éviter absolument que certaines activités soient fermées et ne puissent plus se tenir du fait de coûts non maîtrisables. Donc nous n'avons pas le choix que d'aligner nos intérêts avec l'ensemble des parties prenantes et de ne plus pas travailler seul et de travailler avec nos collaborateurs et avec l'ensemble des personnes qui interviennent. Catherine Lescure. Je crois que c'est ça, demain le sport, hein, c'est réinventer tous ensemble les nouvelles façons d'imaginer l'événementiel, d'organiser la vie, la cité aussi. On le voit bien avec la crise des matériels, la crise des ressources. Peut-être aller vers plus de réemploi, c'est ce qu'on va faire par exemple avec Paris 2024. On va réutiliser, nous, après coup, des matériels qui auront été utilisés, nous, Enedis, hein, des matériels qui ont été utilisés sur certains sites pour les Jeux. On va les reprendre et je pense que c'est vraiment réinventer le monde, réinventer le sport tous ensemble, les partenaires, toutes les organisations, les fédérations et les sportifs eux-mêmes qui sont aussi des porte-étendards. Je crois que Roland en est un très très bon exemple. Viviane Fraisse. Oui, mais je partage exactement ce qui est dit. C'est effectivement le collectif. Il se passe quelque chose en ce moment, c'est sûr. Moi, on met des sujets sur la table qu'on n'osait pas mettre sur la table il y a encore pas longtemps. Il y a des priorités qui n'en étaient pas. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. Le tout, c'est de faire durer ça à long terme, quoi. C'est la durabilité de tout ce qu'on va faire. Les transformations qu'on est en train de faire, il faut arriver à les faire durer sur le long terme. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Comment atteindre le zéro émission carbone ?